Donc, voilà, nous allons débuter donc la table ronde qui va clore la matinée. À l'école de Grenoble, l'après 68 est véritablement consacré à des enseignements croisant les disciplines et la recherche. Cette quête de nouveau sens de l'architecture trouvera ses lettres de noblesse dans la recherche. L'école de Grenoble a été pionnière dans l'introduction de la recherche au sein de l'enseignement de l'architecture en France. À l'échelle nationale, la création de l'Institut de l'environnement, suivie du Centre d'études et de recherche architecturale, et l'ouverture de l'Institut français d'architecture ont servi à la reconnaissance et à l'organisation de la recherche en architecture. Sous les recommandations du rapport Lichnerowitz, Jacques Duhamel, alors ministre des Affaires culturelles, fixe les moyens propices au développement de la recherche architecturale en créant le 10 février 1972 un secrétariat de la recherche et un comité de la recherche et du développement en architecture, le CORDA, une instance interministérielle ayant vocation à accompagner cette politique. La même année est né le programme Architecture Nouvelle, dont les actions sont orientées vers la recherche appliquée. Puis le numéro 1 de la revue Les cahiers de la recherche architecturale qui apparaissent en 1977. À Grenoble, si les années 70 furent marquées par la constitution de plusieurs équipes de recherche, la décennie suivante signa leur institutionnalisation. Tout aurait commencé dans les années 75 par la signature de contrats entre certains enseignants et divers organismes comme le CORDA. La recherche n'était pas encore reconnue comme telle, nous rappelle Guy Schnegans, enseignant et président de l'Association grenobloise de recherche architecturale. Je le cite, « C'était encore l'affaire de quelques enseignants isolés, un complément quelquefois discuté de leur activité d'enseignement. Puis arrivèrent quelques gros contrats, en même temps que de véritables équipes se constituaient sur des thèmes divers, l'urbain, le rural, la montagne, la terre, l'histoire, etc. La recherche prenait une part importante de l'activité de l'école qui nécessitait une véritable organisation et une définition de sa place dans l'enseignement. L'AGRA, donc la photo que vous voyez à l'écran, fut créée à l'initiative des premiers chercheurs contractuels. Mais immédiatement, elle précisa son rôle, celui de stimuler l'activité de recherche chez tous les enseignants et non constituer un club fermé. » Fin de la citation. Donc, vers 1980, la création de l'AGRA par un collectif d'enseignants et de chercheurs visait à favoriser le développement de la recherche architecturale. Ce collectif regroupait les principaux acteurs de la recherche grenobloise de l'époque, Augoyard, Doat, Kézanne, Schnegans, Verdillon et Véry. D'autres enseignants, sans être des membres fondateurs, rejoignirent l'AGRA par la suite, car cette structure facilitait la gestion de leurs contrats de recherche et le financement de projets. Au niveau de l'administration de l'école, Daniel Ruffin, responsable de la recherche, en assura le secrétariat et la gestion administrative, tandis que le directeur de l'époque, Jean-Pierre Alévi, contribua fortement à structurer équipes pédagogiques et groupes de recherche. La diffusion des travaux que l'on voit à l'écran fut assurée par l'AGRA au moyen d'une revue intitulée « Les carnets de la recherche architecturale », qui connut 4 livraisons entre 1984 et 1988. Jean-Pierre Duport, alors directeur de l'architecture et de l'urbanisme, souligne la conjoncture de ces premiers carnets au moment où le comité consultatif de la recherche architecturale lié à l'enseignement procède à l'évaluation de la dernière consultation triannuelle avant le lancement de nouveaux programmes. Sans faire toute la généalogie de ces équipes de recherche maintenant, on pourrait revenir à quelques-unes de ces équipes. L'équipe de recherche Renaissance et Baroque a été créée, prochaine image s'il vous plaît, autour de Bruno Kézanne, initié à la sociologie, mais affichant clairement une posture à tendance philo, et des architectes Bernard Bonhomme, diplômé de l'UPAG, et Françoise Véry, formée auprès de Tafoury, qui donnera naissance plus tard au CEAA, les métiers de l'histoire, architecture et territoire, une formation post-diplôme habilitée en juillet 1984. Une autre équipe, formée encore une fois par Françoise Véry, avec René Colonel, Coralie Aubé, Michel Prax ou Gilles Marty, explore l'architecture moderne afin d'élaborer des outils pour la théorie et la pratique de l'architecture.
Alors ça, c'était pour la partie de l'équipe Renaissance et baroque. Et la prochaine image, s'il vous plaît. Et puis, l'architecte brésilien Sergio Ferro Pereira, exilé en France suite au coup d'État militaire en 1964 du Brésil, utilise pour la première fois l'expression dessin chantier dans le cadre de ses activités pédagogiques Paulista. À Grenoble, il l'employa dès 1977 lors d'un séminaire interdisciplinaire qu'il assurait aux côtés de Jean-François Augoyard, Claude Verdillon et Pierre Liochon. Il en reprit l'intitulé pour désigner un groupe d'études fondé en 1975 qui comptait parmi ses membres Mohamed Hamdouni Alami, Carlos Eck, Chérif Kebal, Philippe Potier et Cyril Simonet. Ce groupe, inscrit dans une veine marxiste, portait un regard critique sur la relation entre le penser, le dessin, et le faire, le chantier, tout en s'interrogeant sur le rôle de l'architecte isolé des savoir-faire. Au-delà de ces groupes, d'autres occasions de lier enseignement et recherche et qui donneront aussi place à la formation d'unités de recherche. La publication, avec le soutien de l'Institut de l'environnement, d'une étude menée en 1973 par le groupe Autoconstruction et Palafite, composé d'Amri Cheldi, Patrice Doat, Charles Boyer de Bouillane, Louis Ségura et François Vitou, préfigura la création 6 ans plus tard du CRATER, Centre de recherche et d'application en terre. Cette association inaugura en 1984 la première formation universitaire de 3e cycle spécialisée en architecture de terre et la seule au monde, le CAA Terre, avant d'obtenir le statut de laboratoire de recherche en 1986. Et puis, alors que l'Institut d'urbanisme de Grenoble ouvrait ses portes en 1969, Jean-François Augoyard, philosophe, engageait ses premières recherches sur ce qu'il appelle le miracle sociologique du quartier de l'Arlequin dans le cadre d'une thèse, avant d'être recruté à l'UPAC pour dispenser un cours sur le son aux côtés de Jean-Jacques Delettré. Le Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, Cresson, naquit de cette rencontre pluridisciplinaire en 1979. Les phénomènes sonores et les descriptions du quotidien marquèrent les 15 premières années de ce laboratoire, dont l'un des objectifs était de trouver un langage commun entre architectes, acousticiens, sociologues, comme en témoigne par exemple un rapport intitulé « Sonorité, sociabilité, urbanité ». Je ne sais pas si on peut cliquer sur le lien d'avant, si c'est possible ou pas. Non? Bon, dommage. C'était un extrait sonore des activités du Cresson. Et puis, donc, ils créèrent le DEA, Ambiance architecturale et urbaine, accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 1992, et porté par 2 équipes de recherche distinctes, le Cresson et le CERMA, installés au sein de l'École d'architecture de Nantes depuis 1971. Enfin, la volonté émise par Guy Schneegans et Charles Roche de s'ouvrir au monde professionnel de l'aménagement et de la construction en territoire montagnard fut à l'origine de la création du laboratoire Espace rural et montagne. Quelques années plus tard, Guy Schneegans préparait ce qu'il appelait la mise en place d'une stratégie de design dont on voit les rapports à l'écran. Mais la pratique pédagogique élaborée au sein Espace rural et montagne à la fin des années 70, en partenariat avec un maître d'ouvrage et des habitants, s'appuyait sur une nouvelle manière d'enseigner l'architecture, l'immersion in situ. Il s'agissait d'encourager les étudiants à sortir des murs de l'école pour se confronter à des difficultés concrètes et interroger les lieux, les situations, à partir de problèmes rencontrés sur le terrain. Tout au long de l'existence du laboratoire, des archives précieuses sur l'urbanisme des stations de sport d'hiver et des habitations périurbaines en montagne furent constituées grâce au développement des recherches, impulsées notamment par Jean-François Lioncan et Serge Gros, sur l'urbanisme et l'architecture des territoires alpins au XXe et XXIe siècle. Animé aussi par un réseau dans les années 90, Habiter la montagne, habiter le paysage, porté par le sociologue Claude Verdillon et la paysagiste Anne Fortier-Kriegel. Je n'en dirai pas plus. Cette table ronde entend revenir sur la recherche à l'École d'architecture de Grenoble à partir du point de vue d'enseignants-chercheurs qui y ont passé ou qui y sont toujours, et dont les travaux s'inscrivent dans la filiation des pionniers de la recherche grenobloise. Donc, dans cette première partie de la table ronde,
La question qui m'intéresse, voilà, qui nous intéresse, et revient un peu à l'image que vous aviez en tant que jeune enseignant-chercheur à l'époque, ou que vous vous représentiez de l'école d'architecture de Grenoble. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire dans ces unités de recherche et pourquoi vous y êtes-vous affilié? Je donnerai la parole à Anne-Monique tout d'abord, donc Anne-Monique Bardago. Bonjour. En fait, du cratère, j'avais une image d'un groupe passionné par l'écologie politique et sociale. Avant même d'imaginer travailler un jour au sein du cratère, j'ai suivi ses prémices. En 1976, j'ai visité le chantier expérimental d'un petit bâtiment public, empise-porteur, sur la commune de Vigneux, en Isère, chantier expérimental mené par Patrice Doat avec des étudiants de l'UPAG. Et surtout, en 1978-79, j'ai participé à des discussions autour du livre Construire en terre qui a marqué la naissance du cratère. Je trouvais très intéressant leur positionnement éthique sur la question du logement des plus modestes au niveau mondial et leur interrogation sur le rôle que pourrait jouer le matériau terre pour réduire ce problème crucial. En 1984, Patrice Doat, pour qui il était évident d'intégrer une approche sciences de l'homme et de la société, m'a sollicité, ainsi que Nathalie Sabatier, ethnologue, pour mener une recherche sur les pratiques de construction empisée en Isère, afin d'élaborer, à partir d'entretiens d'une dizaine de charpentiers ayant édifié des maisons empisées, une méthode d'enquête et d'analyse en vue de l'élaboration d'un répertoire des pratiques de construction en terre. Alors, du coup, j'entends la question et j'étais en train de réfléchir en arrière-plan en faisant une petite analyse et presque une psychanalyse. Parce que je me rends compte, on parlait de l'école d'architecture, alors je suis une famille grenobloise qui a toujours fréquenté l'école d'architecture depuis le 19e siècle. Et je repensais l'école, voilà, Dessin, les Diguerre, etc. Mes parents s'y sont rencontrés et j'y suis né. Alors, et pendant que je suis né, les cousins je refaisais une analyse sur les dates, les oncles, les cousins de mon père construisaient les bétons pour cette école. On est au début des années 70. Donc là, il y a une petite connexion qui vient de se faire. Et j'allais dire, et en plus, la maison dans laquelle j'ai grandi avait été dessinée, c'était le projet de fin d'études de mes parents, dirigé par l'enseignant architecte Spazio à Grenoble. Et donc je me dis, mais enseignement, pratique, collaboration, élèves, enseignants, évidemment c'est de longue date et ça a dû faire un chemin dans ma tête justement pour ne pas faire école d'architecture après mon bac. Donc néanmoins ce schéma-là, enseignement, la pratique, collaboration, etc. était effectivement très important. Donc du coup j'ai fait de l'histoire de l'art et une thèse en histoire de l'art sur la construction, sur les matériaux, donc très culture constructive de fait, ce qui m'a amené du coup à rencontrer évidemment Cyril Simonet au début des années 2000, puisque c'était l'époque de ma thèse, c'était à l'époque où évidemment il travaillait sur les ciments et les bétons, et où il écrivait le livre Le béton, histoire d'un matériau, qui a été publié en 2005. Donc c'est là que j'ai rencontré Cyril Simonet, que j'ai vu évidemment le laboratoire culture constructive, Philippe Potier, et que j'ai intégré très rapidement la recherche avec d'un côté l'histoire de l'architecture et de l'autre côté la pratique aux grands ateliers, puisqu'il y avait des workshops béton aux grands ateliers par Gwenaël Delumeau. Donc la connexion en fait s'est faite par les deux bouts, d'un côté la pratique constructive et de l'autre côté l'histoire de l'architecture. Et finalement je trouve que c'est quand même assez symptomatique de l'école, la recherche évidemment par la pratique, puisqu'on est au milieu des deux. Voilà. Merci Cédric. Effectivement, on ne connaissait pas cette histoire. On va devoir t'interroger là, à bientôt. Patrick ? Merci. Si vous pouvez mettre la première image. Non, c'est pas celle-là. Encore avant.
Elle n'y est pas. Bon, voilà, c'est celle-ci. Donc c'est le folio numéro 20 de Villard-Dornecourt qui montre un petit personnage qui exécute un relevé. Donc ce personnage, il va devenir le logo de l'équipe. Et je l'ai d'abord redessiné tout seul, puis il s'est accompagné de l'acronyme MHA, puis de MHA, édifice vers le territoire. Alors je reviendrai sur cette progression plus tard. Alors ce folio, il représente pour moi le point de départ de ma collaboration. Et le premier travail qui m'a été proposé, c'est Bruno Quezane qui me l'a demandé. Ça a été de travailler sur Santini à échelle, qui était un architecte baroque gothique en Bohême, à partir de relevés et qui ont donné lieu notamment à des dessins et à des dessins d'analyse avec d'autres formes de représentation dessinée. Alors, je n'étais pas le seul pour répondre à la demande de Quezane. Claude Chotan avait finalement le même rôle que moi et je suis progressivement devenu membre de cette équipe, finalement sans rien demander. Aujourd'hui, il faut faire une lettre, ça passe en conseil, on vote. Voilà, c'était extrêmement informel et peut-être aussi plus simple parce que les choses démarraient. Donc cette première collaboration nous a permis de produire un ouvrage. Donc si vous pouvez mettre la suivante. Non, c'est pas grave. On va laisser celle-ci. Donc c'était Quezane, Chotan et moi. Donc bon, on peut. Oui, c'était celle-ci. Bon voilà. Donc ça a déjà été présenté par Stéphanie. Donc pour nous, c'était extrêmement stimulant que notre travail soit publié. Et donc en même temps, Bruno Quezane, il avait d'autres projets. Alors c'était pas les miens, mais je le suivais dans le rôle de celui qui pouvait montrer ou démontrer par le dessin. Alors bon, sans prétention, je me sentais parfaitement à ma place. Tout en enseignant, je pouvais poursuivre ce que j'aimais le plus pour avancer dans mon propre travail de recherche par le dessin. Donc, si vous pouvez mettre la suivante. Non, c'était celle d'avant où il y avait les trois personnages. Mais bon, voilà, celle-ci. Donc voilà, on était dans la campagne morave. C'était il y a déjà quelques années. On a un petit peu changé, hein, bien sûr. Donc on était vraiment des véritables chercheurs de terrain. Alors si Chotan n'a jamais intégré l'équipe de recherche dans la durée, concernant ma collaboration avec Bruno Quezane, ça dure encore aujourd'hui, ça fait presque 40 ans. Donc suivante. Est-ce que ça va être la bonne peut-être? Oui, formidable. Et alors pour illustrer ce travail de recherche, il y avait ces fameux dessins d'analyse qui partait de relevés tout à fait traditionnels, mais la façon de montrer était peut-être nouvelle, ou du moins elle ne se pratiquait pas à l'école de Grenoble. Merci Patrick pour ce retour dans le temps. On va donner la parole à Grégoire Chelkoff. Merci. Je ne sais pas si ça marche là. Oui. Ok, bon, moi j'étais pas du tout d'ici, donc j'ai débarqué à Grenoble venant de Paris, où j'avais commencé mes études d'abord en cinéma et ensuite en architecture à UP6, dans lesquelles devient un enseignement qui était, moi je trouve déjà assez expérimental par rapport à ce que j'entendais ce matin, enfin tout à l'heure, aux Beaux-Arts, parce que c'était avec les artistes. Il y avait une grande halle au milieu et dans laquelle on faisait des choses, toutes sortes de choses. Et donc, c'est aussi l'histoire, ça, d'où on vient. Hein. À Paris, l'enseignement était aussi assez débatté beaucoup. Les débats entre Castro, Grimbach, Nezo, enfin, je ne sais pas, Semrich et compagnie, étaient assez vivants et donc extrêmement pertinents, flamands sur le logement, loger le peuple, etc. Bon. Massia aussi, enfin bref, tous ces gens-là étaient extrêmement présents et ça faisait du bien. Bon, ouais, je suis arrivé à Grenoble, c'est vrai que c'était un peu par hasard, je dois le dire. Et donc je suis venu dans l'ancienne école d'abord, j'étais assez surpris et en fait j'ai voulu partir tout de suite, excusez-moi. Donc
pour plein de raisons, mais j'ai pas réussi à partir. Et donc ensuite, l'année d'après, je crois, on a déménagé ici. Et donc ça s'est poursuivi. Et c'est vrai qu'il y avait des séminaires auxquels j'ai assisté. Il y en avait 2. Donc il y avait Sergio Ferro d'un côté, dessin chantier, et de l'autre, au Goyard, sur ces trucs-là. un peu retour quand même de... Ce qui m'intéressait personnellement, c'est l'existant, en fait. C'est les modes d'existence de l'architecture plus que... Bon, c'est la manière dont on la vit, venant d'un quartier où on habitait à Paris, à l'époque où on pouvait être pauvre et habiter en plein centre, dans le Marais, dans des logements insalubres, mais au moins, on était au plein centre. On avait accès à tout. Et donc, ça, pour moi, c'était extrêmement important. Au Goyard, il nous a amené un petit peu à ça, à s'intéresser à des tissus existants, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je me suis un peu inscrit plutôt dans cette perspective-là, tout en étant attaché, mais moins au côté ouvriériste qui me gênait un peu, du côté de dessin chantier, voilà, pour dire les choses très rapidement. Et finalement, voilà, j'avais une diapo, je crois. Au Goyard a eu en formant le labo, pourquoi on met 79 ? Je ne sais pas bien, je crois que c'est le début de ce séminaire, où il y avait aussi Jean-Jacques Delettré, donc comme ça a été dit, très pluridisciplinaire. Ce côté-là, évidemment, était très important, à mon sens, pour l'architecture. C'est de la pluridisciplinarité. C'était dans l'époque des années que vous avez exposé, 68, après 68, donc quand même la réforme de l'enseignement qui avait introduit la pluridisciplinarité par rapport aux ateliers, comment dire, avec les grands maîtres, et donc c'était assez présent ici aussi, du coup, et incarné plus que juste en termes d'idées, quoi. Ça aussi c'est important, donc la manière, les méthodes de travail, du coup, étaient interrogées. Tout ça, ça nous tombait dessus en tant qu'étudiant en architecture. On n'avait jamais entendu parler de ça, vraiment, quoi. Et il nous a associés à cette première recherche sonorité, sociabilité, urbanité. Moi, le son, bon, mon grand-père chantait l'opéra, donc le son, ça me plaisait bien. Donc, bon, voilà, vous voyez, c'est un peu aussi des choses comme ça qui font qu'on est ce qu'on fait, plus qu'on devient ce qu'on a voulu faire. Donc, c'est comme ça que je pourrais résumer une attirance avec ce groupe, qui après a pris beaucoup d'ampleur en associant pas mal de gens venant de différents horizons, ce qui était aussi parfois perturbant mais intéressant, avec une idée de l'architecture, comme je le disais, qui était plus ancrée dans les réalités du quotidien, plus qu'une histoire définie par le haut. Bon, ça, ce sont aussi des points de vue. Donc, voilà. Super. Alors, on voit quand même dans vos différents retours là-dessus à quel point les histoires personnelles sont importantes. Et voilà, cette dimension-là qui n'apparaît pas toujours lorsqu'on écrit des histoires de l'enseignement. Alors l'interdisciplinarité sur laquelle tu reviens, Grégoire, est effectivement très symptomatique de l'école. Dans les programmes pédagogiques, elle est très clairement énoncée dès la rentrée post-68. Et elle est énoncée dans les programmes pédagogiques, mais aussi dans des fiches, ce qu'on appellerait aujourd'hui fiches Taïga, dans des équivalents, où elle est revendiquée par les différentes personnes, un peu les figures marquantes comme ça de l'école, qui revenaient de manière très claire, et je dirais même quasiment plus qu'aujourd'hui. Justement, ces personnes marquantes, ces figures, ces doctrines quand même, ou pas, je ne sais pas, ces postures marquantes de ces unités de recherche, quelles étaient-elles ? Quelles étaient les problématiques qui, à l'époque, faisaient l'identité de ces unités de recherche, Cédric ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé tardivement dans l'école et le laboratoire, juste après ma thèse. Enfin, la dernière année, thèse qui était sur l'architecture, la construction et la fabrication et la mise en œuvre des bétons. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Cyril Simonet. Et pour moi, c'était une personne extrêmement importante parce qu'il associe à la fois le regard de l'architecte avec la culture et l'analyse de l'historien. C'est-à-dire qu'il a une rigueur scientifique qui était importante en histoire de l'architecture. Et ça, c'était extrêmement important. Et puis, il enseignait aussi toujours l'histoire de l'architecture avec un regard transversal. Et sa façon de regarder l'architecture, y compris par un ouvrage que je trouve fabuleux, qui est
l'histoire de l'air un matériau dans l'architecture, quoi. Donc arriver à regarder de façon transversale, c'était important. Donc Cyril était une figure importante. Et puis rapidement aussi, alors j'ai moins lu les travaux d'Anne Coste, mais par contre, elle avait une méthodologie et une rigueur scientifique qui était importante. Très importante parce que le début des années 2000, c'est la création de la notion de recherche en architecture, et on est entre le faire et la pratique architecturale, et entre la méthodologie scientifique qui est extraite des sciences humaines et de l'université. Donc il y a ce début de la recherche, c'est la réforme LMD. Donc du coup, la méthodologie de Cyril et d'Anne était extrêmement importante pour ma part. Sur la deuxième diapo, j'avais indiqué un peu la phase de développement, un peu du laboratoire, si c'est ça qui... Hein. Donc effectivement, les 10 premières années ont été très centrées sur... j'ai mis quelques couvertures de rapports auxquelles, évidemment, j'ai contribué. C'est une vue très, comment dire, subjective. Je ne prétends absolument pas aucune objectivité dans ces histoires. Donc c'est ce que nous faisions, voilà. Et ce que nous faisions, c'était travailler sur des objets parfois un peu à côté de ce qui est prédéfini, parfois le son, la lumière, les espaces publics. Ce sont des thèmes qui étaient très présents dans les années 90. La question de l'espace public, elle avait déjà été très pointée justement dans la reconfiguration des villes, construire sur la ville. Bon, Grumbach, oui c'est vrai, je me souviens, on en parlait avant, mais voilà, de refaire les espaces publics, comment les faire, etc. Donc c'était des questions très prégnantes, très présentes, la question du confort aussi. Le confort, Dieu sait si parfois beaucoup de représentations sur le confort sont faites. Donc voilà, ce sont des questions qui étaient pour moi assez centrales, et petit à petit, effectivement, de tous ces approches ont émergé cette idée de se centrer sur la notion d'ambiance. Donc c'est quelque chose qui devenait beaucoup plus enveloppant, dans la mesure où, au lieu d'aborder les choses élément par élément, il s'agit de les aborder d'une manière beaucoup plus globale, et puis en même temps d'envisager la manière dont elles sont constituées, peut-être par le milieu physique. En fait, pour nous, il y avait quand même un trépied fort, et ça je me souviens, c'est Jean-François Goyard et Jean-Jacques Delettré qui appuyaient là-dessus en disant, bon, ok, on a des phénomènes physiques, on a la perception sensible, mais plus ouverte sur le côté phénoménologique des choses, ça c'est clair, on s'inscrit quand même très fortement dans ce cheminement-là, qui était déjà présent. Moi, je suis venu en architecture parce que j'avais lu Henri Lefebvre, après avoir fait cinéma, et le droit à la ville. Et le droit à la ville, dans le droit à la ville, il évoque les questions sensibles de la ville, autant que sociales. Donc, vous voyez, il y a des logiques parfois qu'on retrouve. Et dans la deuxième diapo, il y a un effet un petit peu effectivement, comme ça a été évoqué par toi tout à l'heure, d'agrandissement avec Nantes, et en même temps peut-être de dispersion. Enfin, voilà, c'est lié il faut faire toujours des plus grandes équipes, et petit à petit, parfois on s'y perd un peu. Mais bon, les choses se poursuivent, je crois, chez chacun d'entre nous. La dimension expérimentale, c'est vrai, elle a été introduite, ça a été aussi un tournant, mais chez Dewey, l'art comme expérience, on peut parler d'expérimentation à bien des niveaux, et je pense qu'elle est aussi présente dans nos approches de l'expérience phénoménologique, évidemment. Voilà, je laisserai la parole au suivant. Oui, c'est bien, Anne-Monique, si vous prenez la parole, parce que ça renvoie à ce qu'on a vu ce matin dans ces filiations qu'Amal nous avait présentées sur l'expérimentation. Oui, tout à fait. Mais en fait, le cratère, au départ, est très marqué par 3 personnalités et leur expérience fondamentale. Donc les 3 grandes figures, c'est Patrice Dehatt, Hugo Houben et Hubert Guillot. En fait, Patrice Dehatt, il a commencé très tôt à découvrir la Terre et à s'y intéresser, alors qu'il était étudiant à l'UPAG. Il faisait partie d'un groupe, Palafite, un groupe d'étudiants, parce qu'il y avait plein de groupes d'étudiants assez autonomes dans leur parcours au sein de l'école. Et ils avaient entrepris des études sur les matériaux à faible coût énergétique, les techniques de mise en œuvre simples, économiques, et sur l'autoconstruction. Et en fait, dans ces recherches, ils découvrent, en visitant le Nord-Isère, des bâtiments
fait d'un matériau qu'il n'identifiait pas tout de suite. Et en interrogeant les habitants, ça s'est révélé être la terre. Et il s'est dit, mais pourquoi pas intégrer donc cette matière, ce matériau dans nos matériaux à faible coût énergétique, etc. Ça allait très bien. Donc il a entraîné le groupe Palafite dans une recherche documentaire et des visites de terrain, et qui ont abouti donc au document qui a été publié, on en a parlé ce matin, grâce à Ferro, qui a été envoyé à l'Institut de l'environnement et qui a été publié en 1975. Alors, Hugo Houben, comme Patrice Doat continue à visiter plein de pays pour engranger des connaissances sur les architectures de terre, le matériau, les techniques, en visitant les pays du Maghreb, il a connaissance d'un chantier qui se fait en Algérie, de 300 maisons en terre, et c'est là qu'il découvre Hugo Houben, qui lui a complètement dévié, puisqu'on a vu tout à l'heure, en fait, il est ingénieur en électronique et en physique nucléaire, et par tout un tas de circonstances, il se trouve participer à la construction de ce village. Et au départ, il ne connaît rien à la terre. Lui-même va chercher, il va être enchanté de rencontrer Patrice. Ils vont du coup s'échanger, après leur rencontre en 1973, beaucoup de documents, et ce qui va même constituer le noyau du centre de documentation du cratère par la suite. Et il intègre le cratère. Et alors, il travaille ponctuellement, mais régulièrement avec le cratère, jusqu'en 1996, où il est intégré pleinement au labo. Et donc, il va même rédiger beaucoup de choses, dont le traité en terre avec Hubert Guillot, qui est un traité qui a été traduit dans plusieurs langues, qui reste un ouvrage de référence. Voilà. Et puis, alors, Hubert Guillot, il découvre aussi la terre lors d'un voyage avec d'autres étudiants dans les États du Grand Ouest américain, puis au Mexique. Là, à ce moment-là, il est étudiant à l'école d'architecture de Marseille-Lumini. Et du coup, il est tellement passionné par la terre qu'il découvre qu'il va y consacrer son travail de fin d'études, qui est intitulé « Histoire et actualité de la conception en terre crue ». Donc, il le soutient en janvier 80, et Patrice Doat fait partie du jury. Et à ce moment-là, à la fin de sa soutenance, l'invite à rejoindre le cratère, ce qu'il accepte. Donc, ces expériences-là, avec les patients et leur formation, vont donner un peu des programmes un peu spécifiques. Alors, ils partagent tous la même posture, on va dire, qui repose sur l'aphorisme de John Turner. Un matériau n'est pas intéressant pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut faire pour la société. Donc, dès le début, l'ambition du cratère est de s'engager dans une stratégie de recherche, mais aussi d'enseignement et d'action internationale pour régénérer, actualiser et promouvoir l'art de bâtir en terre crue. Alors, l'époque, on était sur un fond de remise en cause des choix de société, de production de l'architecture, et aussi des rapports entre les pays du Nord et du Sud. Et du coup, la problématique était centrée sur 3 questions. Comment mieux valoriser les potentiels des cultures constructives? Comment mieux utiliser les ressources locales? Et comment mieux loger les hommes et équiper les communautés de demain? Donc des questions très d'actualité, hein, ils avaient déjà posé les prémices de ce qu'on continue à travailler en école d'architecture. Je laisse la parole à Patrick avant de passer à la 3e partie. Voilà, formidable. Alors l'affirmation des postures de l'équipe de recherche, elle est mise en avant par la création du post-diplôme. C'est ce 3e cycle qui vient renforcer une crédibilité scientifique inter-école. Finalement, c'est un événement. Et nous retrouvons en haut de cet article, alors Quintrand de Saint-Étienne, en gris avec sa belle cravate, Françoise Véry, Bruno Quezanne, Jean-François Augoyard, Guy Sanjou, qui est alors directeur des Beaux-Arts de Grenoble et qui s'inscrira au post-diplôme, Pierre Sadi, Magali Laurencin de l'Institut d'urbanisme, et je pense que c'est Jean-Jacques Delettré qui doit être derrière Pierre Sadi. Suivante.
Donc, cette affiche que j'avais composée pour l'annonce de ce 3e cycle, j'avais mis au centre un relevé que j'avais fait d'une porte de bénédictite et qui a en son centre une incrustation d'une photo de cette même porte. Donc voilà, j'avais mis ça comme une sorte de mise en perspective des couloirs de l'histoire qu'on pouvait éventuellement emprunter à partir de ce qui était proposé dans ce 3e cycle. Si vous pouvez mettre la suivante. Donc, grâce aux 2 piliers de l'équipe enseignante, donc Françoise Véry et Bruno Quezane, alors je mets volontairement Bernard Bonhomme de côté parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment travaillé avec lui. Donc, la formation proposée permettait d'affirmer la posture de l'unité de recherche à partir de la considération de liens particuliers qui unissent la pratique de l'architecture à son histoire, d'expliciter la spécificité de l'histoire architecturale de l'architecture dans son concert de l'histoire générale des civilisations, de répondre à la demande d'histoire dans la pratique professionnelle, le souci du patrimoine, de la restauration et de la réhabilitation des bâtiments des centres anciens. Et alors, c'est important parce que c'était quand même il y a 30 ans, il y a déjà l'informatique. Alors, c'est nommé informatique. Aujourd'hui, on n'emploierait peut-être pas ce mot, mais en tout cas, c'est nommé, tout comme la vidéo, la restitution d'images dans la pratique du métier d'historien et de l'architecte. Alors, les invités permanents, vous étiez nombreux. Il y avait notamment Judy Loach de Oxford, qui m'a envoyé un message, il faut que je lui réponde. Victorio Hugo, qui nous a quittés, Pierre Sadi, Jacques Gubler et d'autres. Donc, au-delà de ce post-diplôme, les manifestations organisées par l'équipe de recherche sont alors nombreuses et toujours avec des invités qui viennent du monde entier. Et lors du colloque international intitulé Les Alpes, c'est la construction du territoire qui est au cœur de la discussion. La simultanéité des échelles est évoquée forcément dans l'intérêt d'inspiration pour reconsidérer l'approche du projet d'architecture. Alors c'est important tant sur le plan théorique que sur les retombées de l'enseignement que nous allions pratiquer en master. Suivante. Alors, là, on a la couverture d'un ouvrage que nous avons publié avec Françoise Véry en partenariat avec Roberta Lucente et Ida Recchia, de la section architecture de l'Université de Calabre. Donc elle est souchée sur une école d'ingénieurs, c'est une toute petite équipe. Et ça a été pour nous l'opportunité de croiser une réflexion qui était à la fois sociale et spatiale sur nos 2 lieux d'enseignement. Donc le projet de Grégotti à Cosenza, la ville neuve pour Grenoble, mais aussi de repartir d'un texte qui était cher à Françoise Véry, dont les auteurs étaient Tafuri, Piccinato et Quilici. Et ça nous a aussi permis, bien sûr, et peut-être c'en est la conséquence, d'affirmer nos méthodes pédagogiques respectives, toujours en perpétuelle évolution et, bien entendu, dans un rapport à l'enseignement du projet d'architecture. Merci Patrick. Ces évolutions sont effectivement particulièrement visibles au sein du laboratoire MHA. On y revient, mais je reviens aussi à quelque chose que tu avais dit tout à l'heure sur le fonctionnement des laboratoires. Donc aujourd'hui, très institués, il faut faire une lettre, alors qu'auparavant, il s'agissait plutôt d'affinités entre des personnes qui avaient envie de travailler sur des sujets et qui permettaient justement de travailler avec des personnes d'équipes différentes. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans ces unités de recherche auxquelles vous appartenez, quels sont pour vous les changements, les déplacements, les remises en question majeures qui ont marqué cette évolution-là? Grégoire? Si vous voulez bien mettre la diapo 3 et 4 ensuite, les changements majeurs, c'est à partir du moment où une petite équipe de recherche devient de plus en plus grande. On voit ici, par exemple, des schémas scientifiques qui étaient faits. Alors j'en ai remis, c'était toujours un moment
reformulation du schéma scientifique de l'équipe avec l'intégration de plus en plus d'éléments qui viennent constituer son étoilement et en même temps la volonté de structurer les choses de manière à respecter et être suffisamment accueillant pour un ensemble de préoccupations. Comme je disais tout à l'heure, on est quand même basé sur le trépied et les dimensions physiques, sensibles et sociales des ambiances sont centrales dans la manière de l'exprimer par rapport à d'autres ouvrages qu'on peut voir à l'étranger. Sur les atmosphères ou des choses comme ça. Donc il y a un débat aussi international qui vient quand même aussi nous interroger finalement, sur notre propre positionnement scientifique. Il y a aussi des tournants au regard de certains nombres de références, qui soient dans le champ de l'esthétique ou dans d'autres, dans le champ de la pragmatique, qui font que ces éléments-là font évoluer et forcément se positionner dans nos propres travaux qui restent quand même très ancrés dans un tissu empirique et dans ce qu'on appelle l'in situ, le situé, etc. Comme je disais au début, l'existant quelque part. Voilà, sur la deuxième diapo, effectivement, j'étais frappé par la remarque de Patrick sur le papier, parce que si vous mettez la diapo suivante, c'est vrai que c'est un des enjeux qui apparaît, c'est on a encadré des doctorants, il y a des doctorants maintenant, c'est vrai qu'on a dû passer des HDR, tous les uns et les autres. Nous sommes 6, je crois, actuellement au Cresson. Et c'est le devenir des doctorants aussi, qui peut être aussi une question actuelle, parce que l'augmentation c'est bien, c'est que la recherche, pas la recherche, mais disons l'activité de recherche, qui est une activité professionnelle, à mon sens d'ailleurs. Quand on parle de professionnalisation, on peut aussi dire que c'est une profession, ça peut l'être. En tout cas, c'est quelque chose qui repose sur un certain savoir-faire, sur une certaine méthodologie, vous le savez autant que moi. Et donc, oui, c'est les questions pour l'avenir. Pour moi, c'est les débouchés vis-à-vis de cette recherche qui est pas toujours, qui doit anticiper, donc qui n'est pas forcément sur des problèmes immédiatement actuels, mais qui doit donc, prospecter là où les choses peuvent bouger. Et donc ça me paraît quand même très important. Le côté bureaucratique et la complexification des réponses aux appels d'offres, dans l'époque que moi j'ai vécu, les appels d'offres c'était le plan urbain, le plan construction, des structures que vous avez évoquées auxquelles on pouvait répondre. C'était des échelles de travail qui pouvaient nous correspondre aussi. Aujourd'hui, H2020, ANR, des montages de dossiers extrêmement, sans doute, devant agglomérer énormément de partenaires, de partenariats, d'institutions, de responsables. Ça fait des usines à gaz quand même, dont nous ne sommes pas les seuls à se plaindre. Il y a des articles régulièrement dans la presse, Le Monde, Libération, etc., sur ces aspects d'une recherche qui s'est fortement bureaucratisée et qui paralyse parfois la recherche elle-même. Mais bon, ce sont des choses qui sont... Moi, je dirais que pour l'avenir, en fait, par rapport à l'enjeu de cette pluridisciplinarité que je pense importante, c'est justement le maintien de l'équilibre. Le maintien de l'équilibre, et qui n'est pas facile parfois entre les différentes disciplines, avec aussi, on voit apparaître une redisciplinarisation, il me semble, dans les instances universitaires ou autres, et la plus grande difficulté parfois de faire collaborer les uns avec les autres, que ce soit du côté des techniques, parce que le champ des techniques est sans doute un enjeu qui nous touche directement. Quand je parle des techniques, c'est tout ce qui fait qu'une ambiance peut être modelée d'une manière ou d'une autre, dans tous les domaines qui la couvrent. Donc ça, c'est l'ingénierie, c'est aussi la fabrication, la matérialité, etc. Donc c'est pas rien. C'est aussi les questions du numérique qu'on voit arriver avec plein d'effets. D'ailleurs, ça a été montré tout à l'heure. Donc là, il me semble qu'il y a un enjeu de se réapproprier cette technique, comme le disent certains, un enjeu humain et aussi par rapport à la fabrication de nos environnements, qui méritent là, moi je pense, des travaux spécifiques et auxquels on peut contribuer à travers les écoles d'architecture. Plus particulièrement aussi, je pense que les questions au niveau
l'international. Beaucoup de choses ont été faites avec le réseau Ambiance, avec des choses qui s'élargissent à l'international, mais c'est vrai que parfois le dialogue doit pouvoir se faire à travers des instruments comme les revues, les éléments comme ça. Comment nos connaissances se dispersent et comment elles se diffusent. Je crois que c'est aussi un point qui est quand même un enjeu dans l'avenir de nos recherches. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, bien entendu, ces questions donc d'ancrage institutionnel. J'espère que les représentants du ministère nous écoutent, mais aussi des porosités qui commencent quelquefois à être stoppées par ce surplus d'activités bureaucratiques que l'on nous oblige à mener aujourd'hui dans nos écoles, effectivement. Patrick, Patrick, je pense que tu es dans le labo qui a le plus changé de perspective, peut-être de méthodologie aussi. Est-ce que tu nous en dis 2 mots ? Alors oui, peut-être avant d'évoquer les moments forts, je voudrais rappeler que, alors c'est la première vague, que depuis la fin des années 80, l'équipe s'étoffe. Donc après moi sont venus Achille Cancat, Anne Coste, Michel Prax, Francis Sido, Catherine Momy, Sophie Paviol qui est avec nous, Anne Faure, Alena Kubova, Mario Carpo et sans oublier Guy Desgrandchamps. J'espère que j'oublie personne et que ceux que j'ai oubliés ne m'en voudront pas. Donc ça, c'est véritablement la vague qui va donner l'impulsion de l'équipe, parce que bien entendu, il y a toute la force de nos trois piliers dirigeants, mais il y a aussi toute l'intelligence de tous ceux qui sont inscrits et qui vont mener des recherches. Alors évidemment, certaines vont faire un doctorat en dehors de l'école, puis elles vont avoir des postes, l'habilitation à diriger les recherches se met en place, et puis voilà, on voit que finalement de cette impulsion sont nés des parcours au sein de l'enseignement plutôt prestigieux. Donc alors évidemment que le premier moment fort pour l'équipe, ça a été l'habilitation. En tant que laboratoire en 98, c'est extrêmement important. Alors c'était pas pour faire du triomphalisme, mais néanmoins, il y avait une forme de reconnaissance du travail, et cette reconnaissance venait plutôt comme un encouragement pour continuer, tout simplement, et arriver à ce que tout le monde puisse trouver sa place et évoluer. Après, alors là, c'est un peu paradoxal, parce que, effectivement, en 2004-2005, c'est la réforme LMD. Alors bien sûr, il y a le doctorat qui est mis en avant, ça change quand même beaucoup les choses, mais néanmoins, au sein de l'équipe, on s'est réinterrogé sur notre relation entre la recherche et l'enseignement, et notamment pour mettre en place l'enseignement des PFE. Il fallait l'inventer, il fallait lui donner un nom, il fallait construire quelque chose de nouveau. Ça nous a pris quand même pas mal de temps pour trouver une certaine vitesse, et qui est celle qui permet ensuite de pouvoir évoluer. Alors là, 2006, l'acronyme des MHA s'accompagne d'édifices, villes, territoires. Cette fois, c'est au pluriel. C'est pas comme dans la fiche du post-diplôme. Et puis, il y a Kézanne qui s'en va, il part à la retraite. Françoise Véry reprend la direction du labo. Notre enseignement continue toujours d'évoluer, et puis, évidemment, toujours à partir de nos recherches. Et il y a aussi une autre dimension qui est intégrée à ce moment-là, c'est l'environnemental, qui vient véritablement aussi animer notre façon de mener à la fois nos recherches et notre façon d'enseigner, tout particulièrement en master. Alors, je suis pas tout à fait chronologique pour certaines choses. Il y a un texte qui va paraître dans votre ouvrage de Sophie Paviol qui résume parfaitement, qui résume largement toute l'histoire du labo, et je pense que si vous voulez les vraies informations, c'est son texte qu'il faut lire.
Et puis, vous pouvez encore m'écouter un peu, mais je ne suis pas très chronologique peut-être dans mes propos. Alors donc, Françoise Véry part à la retraite, nous sommes en 2013, c'est Catherine Momy qui prend la direction du labo. Et bien sûr, il y a l'encadrement des doctorants qui se met en parallèle. Ça change vraiment les choses parce que les doctorants nous stimulent aussi, parce qu'ils nous interrogent, ils nous font... il faut les écouter, même si c'est sous la direction de Catherine Momy. On échange avec toute cette jeunesse qui arrive. Donc, c'est également l'occasion de redéfinir peut-être nos axes de recherche par le travail qu'ont mené les premiers doctorants. Et puis ensuite, alors il y a, à ce moment-là, il y a Stéphanie Dadour qui nous rejoint au sein de l'équipe, Philippe Marin, et il y a aussi Étienne Léna. Et puis, en 2019, alors d'abord par intérim, puis ensuite à plein temps, full-time, Philippe Marin prend la direction du labo. Donc, il y a de nouveau des nouveaux axes de recherche qui sont repensés. Finalement, il y a un nouveau départ jusqu'à changer l'intitulé de l'acronyme. Et maintenant, nous nous appelons méthode et histoire de l'architecture. Voilà, le vent nouveau est arrivé, si vous pouvez mettre la dernière diapo. Alors, pour parler d'avant-après, peut-être, pour rebondir sur les enjeux, je montre cette recherche qui disparaît. Il y avait l'image qui était... Elle revient, ça y est. Donc voilà, c'est une recherche qu'on avait faite qui était intitulée « L'architecture inquiétée par l'œuvre d'art ». C'est quelque chose qu'on avait initié il y a une quinzaine d'années. C'est devenu presque une saga parce qu'on a continué à travailler dessus, même au-delà du financement que nous avions eu. Nous faisons régulièrement, presque chaque année, des expositions. On en a fait à Bruxelles, on en a fait à Marseille, on en a fait à Paris, à Grenoble aussi. Et puis, ça s'est toujours accompagné de conférences, d'événements, de colloques. Donc, c'est quelque chose qui est finalement extrêmement stimulant. Ça a été dur à mettre en place parce qu'au ministère, il y avait un peu une interrogation sur la pertinence de l'équipe que proposait Kézanne. Il se disait, mais alors en fait, Guy Desgrandchamps va faire de l'aquarelle. Est-ce que c'est pas plutôt une activité d'une jeune fille de bonne famille? Enfin bon, voilà, est-ce qu'il fallait pas plutôt s'intéresser à la typologie des monuments en hommage à certaines personnes, plutôt que s'intéresser qu'à Port-Beau. Enfin bref, on a tout entendu, mais néanmoins, voilà, on a quand même été soutenus par un certain nombre de personnes, et ça nous a encore une fois encouragés. Donc voilà, il y a cette dimension qui fait qu'il y a des choses qui durent, des choses qu'il faut recommencer. Après, on peut toujours s'interroger, est-ce que c'était mieux avant? Bon, est-ce que la soupe de ma grand-mère est meilleure que celle de ma petite nièce? Tout dépend de vos souvenirs, d'une certaine façon. Donc, dans cette relation que nous avons, on est quand même toujours à se stimuler les uns les autres, et forcément pour aller toujours un peu plus loin dans notre travail. Merci. Patrick, ce qui est intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est à quel point à Grenoble, je ne sais pas si c'est une spécificité grenobloise parce qu'on la retrouve dans plusieurs écoles, mais certainement pas dans toutes, c'est à quel point les unités de recherche sont en lien avec la pédagogie. Et ça, on le retrouve dans tous les cas, c'est-à-dire que la pédagogie enrichit la recherche et la recherche enrichit... la recherche enrichit la pédagogie. Je ne sais pas, Anne-Monique, si tu voudrais nous amener du côté de Cratère là-dessus. Oui, en fait, ce qui a été important dans les moments clés aussi, alors il y a eu le départ, c'est-à-dire l'ouvrage qui est paru en même temps que la créature du Cratère, qui en fait faisait la synthèse des connaissances du groupe sur les architectures de terre et la construction, a suscité énormément de demandes, de conseils, d'aides venant de France, d'Europe et d'ailleurs. Il faut peut-être rappeler qu'en fait, à cette époque, il y a encore un tiers d'habitants du monde qui habitent des maisons en terre et que des organismes internationaux,
UNSCHS, Habitat, PNUD, ODUDI, ils montraient qu'en effet, une grande partie de la population mondiale n'a pas d'autre choix que de construire en matériaux locaux, soit pour majorité en terre, et que paradoxalement, alors, il existait très très peu de spécialistes dans le domaine de l'architecture de terre et même de l'habitat économique. Et ce qui fait qu'au départ, c'est vrai que les années 80 ont été très très fertiles en découverte, en recherche, en application. Et du coup, elles ont été fondamentales ces années-là, même si l'équipe était petite. Et en fait, le cratère a toujours mené des activités indissociables, donc la recherche fondamentale sur la matière, le matériau terre, sur les architectures de terre, avec des recherches appliquées, et aussi des diffusions de connaissances sans arrêt, parce qu'en fait, dans l'esprit du cratère, c'était passer en fait le savoir pour permettre aux gens d'être autonomes et de pouvoir améliorer leur habitat et leur cadre de vie. Donc, cette diffusion a été très importante. Les formations aussi, parce qu'il y avait non seulement les formations ici au sein de l'école, mais aussi déjà très vite des stages de formation continue ici pour des architectes, des techniciens de l'étranger, et aussi des formations à l'extérieur, en Afrique, en Amérique du Sud, voilà. Et donc, ce qui était intéressant dans toutes les interventions opérationnelles aussi qu'ils ont fait, ils accompagnaient souvent, c'était dans le cadre en fait de programmes pilotes, souvent d'habitat très social, ou d'équipements de base, les écoles et autres, ou dans des pays où il faut, quand on fait le pari, par exemple, de passer de 20% de scolaires à 40% d'enfants scolarisés, ça représente tellement d'écoles pour des pays très pauvres. Déjà, ils auront à payer des instituteurs et institutrices, et du coup, il faut trouver des moyens. Comment faire en matériaux locaux le moins cher possible. Et du coup, souvent, le cratère a été appelé pour des conseils, des stratégies à mettre en place, des repérages de terre, des montages de briqueterie, etc. Et c'est toujours, en fait, en amont. Et ce qui est intéressant dans toutes les démarches d'intervention, dans les interventions opérationnelles, c'est que ça permet de mettre à l'épreuve, du coup, les hypothèses, de mettre aussi à l'épreuve des démarches d'intervention. Et là, le cratère a énormément travaillé sur ça, pour aussi mêler la population, former le plus de gens, d'acteurs possibles sur place. Voilà. Et donc, ça me permet aussi de développer des outils méthodologiques. Puis elles ont enrichi de toute façon à chaque fois les connaissances sur la construction en terre, sur les pratiques aussi bien de construction que d'entretien des bâtiments. Voilà. Et ça ouvre de nouvelles pistes de recherche. Donc, là, le cratère est intervenu dans beaucoup de pays, en Afrique, en Amérique du Sud et à Mayotte, où il y a eu un très important et exemplaire développement de logements sociaux avec la terre. Donc, et puis bon, il y a eu l'exposition aussi des architectures de terre réalisées par Jean Dethiers au centre Georges Pompidou, où le cratère a été mêlé, qui a été suivie d'une opération, une première opération de logement HLM en terre à l'île d'Abo. Et tout ça a amplifié la connaissance de la terre et l'intérêt de ces architectures, ce qui fait que les demandes ont augmenté et que les vrais tournants, souvent, sont liés à la demande sociale. Et que si au début, c'était beaucoup... et c'est resté. Le cratère, en fait, n'a jamais perdu ses objectifs idéologiques établis dès 1979. Et du coup, c'est vrai que l'habitat et les équipements de base peu chers et en matériaux locaux, et qui peuvent être du coup maîtrisés dans leur entretien, leur agrandissement ou en faire d'autres, est du coup possible, est rendu possible. J'ai perdu le fil, mais non, oui, donc si c'était là-dessus, en fait, les demandes se sont élargies et ont touché après la conservation du patrimoine, mais parce qu'il faut se rendre compte, la conservation aussi des sites archéologiques et leur plan de gestion, et aussi toutes les interventions pour la post-urgence.
mais parce qu'en fait, les enjeux du début, qui étaient des enjeux écologiques, deviennent encore plus cruciaux aujourd'hui, et que les demandes affluent, et que ça a permis au cratère aussi d'approfondir des connaissances. Je voudrais simplement peut-être donner un exemple par exemple, avec la conservation et la gestion du patrimoine architectural mondial en terre. En fait, l'ICROM avait demandé aux cratères de faire avec eux des cours à destination des conservateurs du patrimoine de 1989 à 1999 sur donc, préservation de l'architecture de terre. Et sur place, le cratère s'est rendu compte qu'en fait, presque toutes les interventions sur des sites archéologiques en terre étaient destructeurs, parce que c'était des solutions chimiques et tout, et qui n'allaient pas du tout avec la terre. Et du coup, ils se sont dit, mais il faut peut-être pousser les recherches de la terre sur la terre, et notamment sur la cohésion, pour mieux comprendre et du coup mieux agir pour préserver ces sites. Donc le cratère a été chargé de la coordination de recherche sur les mécanismes physico-chimiques de cohésion de la Terre. Hugo Houben a collaboré avec plusieurs laboratoires CNRS et aussi l'École supérieure de physique et de chimie de Paris. Et cette recherche a donné en 2005 des résultats qui changent totalement l'approche de la matière-terre, qui est depuis considérée comme matière en grains. Et en fait, ce qui permet d'ouvrir des nouvelles pratiques de conservation où la compréhension fine du rôle de l'eau modifie la façon d'agir et aussi d'expérimenter et de mettre au point de nouvelles mises en œuvre. Alors, il faut voir, c'est ce va-et-vient, c'est vrai, qui est hyper utile, qui souvent dans la recherche est complètement nié. La pratique sur le terrain et se mêler aussi à des projets, alors, et qui en fait rebondit toujours sur des questions fondamentales et qui permettent de changer véritablement des approches et permettent des innovations aussi. Non seulement donc préservation, mais aussi innovation. Donc là, c'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est vrai qu'un des temps forts, ça a été, bien entendu, l'habilitation et puis aussi la formation du DSA Terre, enfin, qui était un CE à terre, mais voilà, du DSA Terre, et qui est très importante parce qu'en fait, ça a attiré énormément de candidats de l'étranger, parce que la demande, elle est immense dans cette formation, et d'autant plus, alors du coup, d'ailleurs, l'évolution des contenus de cette formation va aussi avec l'évolution des recherches du cratère et des domaines qui s'ouvrent, parce qu'on a besoin de plus en plus de compétents dans différents domaines, de gens qui connaissent en fait la Terre. Et parce que ce matériau, il faut dire au début, le cratère a quand même dû lutter, parce que ces recherches étaient méprisées, considérées comme inintéressantes au début. La terre, pourtant disponible partout et qui était véritablement donc un matériau naturel, était méprisée. Et du coup, actuellement, ce qui change la donne, c'est véritablement la représentation sociale qui n'est plus du tout la même de ce matériau, qui devient même incontournable pour un devenir durable. Et du coup, ça change totalement. Et donc voilà, c'est peut-être les changements les plus grands dans les recherches. Enfin, complètement, il y a tellement de choses, c'est tellement riche, voilà. Et aussi toutes les recherches d'intervention pour la post-urgence permet aussi de développer beaucoup de choses. Et puis aussi, ça permet de développer beaucoup de travail en collaboration avec aussi des ONG qui sont sur ces problèmes-là, d'échanger et du coup de perfectionner des approches du coup, qui mêlent la population, qui considèrent à quel point une connaissance des cultures constructives locales est intéressante. Et il y a tout un travail éminemment important qui est fait du coup, de collaboration avec du coup, les partenaires, mais aussi toutes les populations locales concernées par ces problèmes d'habitat, quoi, et du coup de résilience, comment concevoir avec des bâtiments qui soient résilients face aux risques naturels et qui sont grandissants. Donc je dirais qu'il n'y a pas eu de changement complet, il y a eu des ajouts sans arrêt
de différentes dimensions pour le cratère. Par contre, c'est vrai que tous ces problèmes, des fois d'équilibre à trouver, dont on parlait entre les équipes qui ont gonflé, qui sont pluridisciplinaires, mais aussi, du coup, peut-être aussi l'effacement des fois de cratères qui restent fragiles. Parce que une petite équipe, enfin une équipe de permanents petite, avec en fait beaucoup de chercheurs associés, mais ça reste fragile. Et on voit bien, même avec ce changement aussi, ce tournant avec le LABEX, et du coup le rassemblement, le rapprochement de l'équipe culture constructive et du cratère, et qui a obtenu un LABEX, qui du coup, c'est vrai, a des apports financiers qui permettent du coup d'avoir des doctorants, des post-docs plus facilement, qui a permis d'avoir une documentaliste, un comptable, donc avec des financements qui permettent d'élargir encore plus les collaborations avec l'université, et de décrocher d'autres projets au niveau européen ou autre. Mais c'est cette disparition sous le nom AECC, Archi Environnement et Culture Constructive, un peu la disparition du nom du cratère. Bon, donc là, oui, il faut trouver des équilibres. Cédric va peut-être rebondir là-dessus, mais avant, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu dis, Anne-Monique, c'est donc cette idéologie de départ qui reste quand même, qui est toujours valable, mais les représentations sociales qu'on a d'un matériau qui se transforme et qui participe de la reconnaissance finalement du cratère. Bon, même si le mot disparaît, au vu de l'association avec culture constructive, on a quand même un intérêt nouveau, disons, pour ce matériau qui lui-même enrichit à la fois notre perception, mais qui lui-même change, c'est-à-dire l'intérêt pour le matériau terre n'est plus le même au niveau matériel du matériau. Cédric, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ce laboratoire des cultures constructives s'est transformé jusqu'à justement venir rejoindre Cratère ? Alors je suis un peu un électron libre dans culture constructive, ce qui fait que c'est assez du coup délicat de parler à la place de culture constructive, mais c'est un laboratoire qui est devenu effectivement important. Et je peux du coup rebondir sur ce que vient de dire Anne-Monique. L'évolution du laboratoire, on la voit bien avec la notion de LABEX qui a changé la donne. Alors on ne peut pas se plaindre qu'un laboratoire grandisse, que des sujets soient, qu'il y ait un peu plus de financement évidemment, qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait des sujets intéressants, que le niveau scientifique s'élève, etc. Néanmoins, la société change avec. Alors je peux pas avoir une vision totalement pessimiste non plus, mais ce que l'on voit dans la recherche, c'est qu'on a de plus en plus des sujets de recherche qui arrivent de bureaux avec de la recherche littéraire et des chercheurs qui répondent à des appels d'offres plutôt que des chercheurs qui proposent des sujets de recherche ou qui travaillent, alors d'un côté en théorie, de l'autre côté avec de la pratique, de l'expérience. Ce modèle-là du chercheur a évolué. Ou alors, il faut aller chercher des financements extérieurs, puisque la question du financement de laboratoire est importante. Le chercheur est de moins en moins autonome sur ses propres sujets. Alors en recherche fondamentale, évidemment, j'en parle même pas. Donc ça, c'est un point important vraiment important dans la recherche. Et on voit aussi une précarisation de la recherche. Alors, de l'enseignant, du chercheur, et encore plus, évidemment. Donc ça, c'est assez délicat. Mais personnellement, je pense que l'architecte, enseignant, chercheur est initialement pas un imbécile. Donc le laisser aller de l'avant dans sa recherche, puisqu'il est spécialiste, puisqu'il s'intéresse, c'est évidemment miser sur une recherche qui va apporter à long terme. Et on le voit avec une culture constructive, et on le voit évidemment avec Cratère. Je veux dire, qui misait sur Cratère il y a 40 ans, quoi. C'est un peu ça la question. Finalement, c'est un sujet fondamental. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais sur les bétons, les ciments naturels d'un côté, la restauration des bétons aujourd'hui. C'est difficile de le faire valoir, c'est difficile d'avancer, mais finalement, c'est un sujet majeur. Et j'entends aujourd'hui, dans la littérature, dans pas mal dans plein de domaines, oui, le ciment naturel, c'est important. J'ai l'impression que tout le monde connaît, c'est un acquis. Et la restauration des bétons,
oui, est un sujet important. Voilà. Donc il y a 20 ans, c'était un sujet pas tout à fait nouveau, parce que évidemment, il y a de la restauration depuis largement une quarantaine d'années, mais la recherche, la publication, il y a une vingtaine d'années, c'était pas nouveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il faut s'en réjouir, mais cela vient d'architectes et d'enseignants, chercheurs, qui pratiquent et qui font valoir leur sujet. Parce qu'en fait, on a fondamentalement affaire à des passionnés qui connaissent leur sujet. Donc l'évolution de culture constructive, eh ben oui, elle s'est faite avec l'arrivée d'HDR, on l'a vu tout à l'heure, de doctorat. Et on est un petit peu passé, d'ailleurs, de la recherche, j'allais dire dessin chantier finalement, puisqu'il y a bien du dessin et bien du chantier, à beaucoup de recherche théorique. Et personnellement, c'est ce que je crains, c'est d'avoir de moins en moins de moyens pour la pratique architecturale et pour le chantier. Culture constructive était très ancrée dans la pratique. Aujourd'hui, dans le laboratoire, alors pas culture constructive, mais dans le laboratoire de recherche en général, je me demande quel architecte et praticien ou a les moyens de faire de la pédagogie avec de la pratique. On en trouve assez peu finalement, puisqu'on est pris d'une part par la théorie, c'est important, mais en plus par l'administration, ce qui est l'autre pendant. On en demande beaucoup à ce pauvre architecte, praticien, chercheur, et la liste continue. Mais ce qui est intéressant dans ce LABEX, c'est aussi Anne-Monique qui nous racontait que les chercheurs du labo formaient avec des individus, et vous qui travaillez avec des professionnels de la construction. Et donc on a quand même, voilà, pour le séminaire de l'après-midi, ça aurait été intéressant de faire remonter ces pratiques professionnelles qui ne sont pas celles de l'architecte en agence, mais qui remettent en question le rôle de l'architecte. Tu veux rajouter? Oui. Juste une chose quand même, c'est que souvent on dit la recherche et ça la catégorise du côté, tu viens de le dire, théorique. Moi, je dirais que la recherche, c'est créatif. Et c'est cette dimension créative que nous a insufflé notamment Jean-François Augoyard, l'inventio, la capacité à dépasser un peu les cadres établis et à les bousculer. Alors ça peut être par la terre, ça peut être par le son, ça peut être par un tas de choses. Mais c'est vrai que c'est d'où son impact, moi je dirais, social finalement, et politique par rapport à des choses qui sont très en place et qui nécessitent parfois d'être un petit peu bougées, bousculées pour les faire évoluer. Et ça rejoint quand même cette dimension qui est créative et sociale de l'architecture pour moi. C'est pas uniquement peut-être effectivement par différents biais, cette dimension de la recherche était quand même essentielle. Oui, ce qu'on a pu interroger comme des types d'objets ordinaires, de l'ordinaire, un abribus, c'est une chose ordinaire, une porte, enfin voilà, ce sont des éléments et on peut les interroger de manière très 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 pointue à travers des outils qu'on utilise. Prochainement sera soutenue une thèse, moi je suis content de faire, voilà, j'ai 40 ans, on a commencé avec le son, c'était analogique, c'était avec des bouts de machin, des trucs, etc., comme Pierre Schaeffer qui était un chercheur en musique concrète et qu'on lisait à l'époque. Et on arrive aujourd'hui avec un doctorant qui va soutenir un doctorat sur un outil qui s'appelle Esquisson et qui associe les morphologies spatiales à une oralisation directe de ces morphologies spatiales. Moi, je me dis, bon, ben, voilà la trajectoire, on passe de quelque chose qui était hyper spécialisé à quelque chose qui peut devenir très... partagé. Bah oui, d'où la nécessité de ce qu'on appelle le doctorat en architecture. C'est-à-dire qu'on est encore... C'est un docteur. C'est un doctorat en architecture et non pas un doctorat en, j'en sais rien, moi, géographie, histoire de l'architecture, etc. Et nos écoles, voilà, doivent défendre quand même ce positionnement d'une thèse qui permet peut-être des méthodologies créatives ou des objets plus créatifs. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous souhaitez que l'on revienne? Donc, je parle à la salle, je parle à nos collègues sur Zoom. Alors, ma question est une question qui s'adresse un peu à vous tous, mais peut-être surtout aux écoles, à la lumière de ce qu'on a entendu ce matin et de ce qu'on a entendu hier à Lyon.
se souligne l'importance des archives dans les écoles d'architecture. Et vous avez évoqué, mais sans le décrire très dans le détail, le sort qui est réservé en ce moment à ces archives dans les écoles d'architecture. Et je voudrais plaider pour qu'elles soient vraiment traitées, prises en compte et soignées à la hauteur de l'intérêt qu'elles représentent pour nous tous. Et notamment, je ne connais pas la situation dans les écoles, ni dans toutes les écoles, mais qu'il y ait des spécialistes et des archivistes. C'est vraiment un métier, vous le soulignez tout à l'heure, Stéphanie, qui est extrêmement pointu et utile pour véritablement exploiter ces trésors qui sont dans les écoles d'architecture. Et je voulais savoir si ces archives, elles sont destinées à rester dans les écoles ou est-ce qu'elles sont parfois aux archives départementales, aux archives nationales, aux archives de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. L'Académie d'architecture a des archives qui recueillent les fonds des architectes du 19e et en partie du 20e, et les archives de la Cité de l'Architecture, celles des architectes du XXe et du XXIe siècle. Il y a tous ces lieux qui existent et je ne sais pas si c'est une question qui est soulevée à l'heure actuelle dans le cadre des écoles d'architecture. Où sont-elles mieux conservées et utilisables par les docteurs, par les chercheurs? Nous avons... Par rapport à votre question, nous avons actuellement un fonds, le fonds de Pierre Sadi, donc que nous avons... non, vous ne voulez pas en parler, Marie Wozniak? Vous pensez que ce n'est pas le moment? Vous avez peur que je soulève un problème? Non. Bon, voilà, forcément que ces fonds sont très utiles pour les doctorants. Voilà. Et nous en avons un, et je pense que, voilà, c'est toujours très compliqué quand on n'est pas nous-mêmes, enfin qu'on n'est pas soi-même archiviste. Il faudrait effectivement qu'on ait des vrais professionnels pour nous aider au quotidien. Non, je voulais juste dire, c'est pas exactement sur le même plan, mais cette question de l'archivage aussi de la recherche, nous on l'a abordé à travers ce matériau volatile que sont les ambiances. On a créé ce site cartophonie.fr qui permet de déposer toutes les archives liées aux recherches qui sont auditives avec d'autres matériaux visuels ou des croquis ou des choses comme ça qui permettent de resituer dans l'histoire. Vous pouvez aujourd'hui aller écouter, par exemple, une des places de Grenoble ou les espaces souterrains des Halles qui ont été détruits et refaits depuis, mais vous l'entendez dans l'ancienne version, quoi. Donc vous voyez, il y a aussi un côté... parfois des archives qui apparaissent là où on s'y attend pas toujours, enfin, je sais pas, ça remonte sur 40 ans, voilà. Ce sont des archives de la ville, de l'architecture pour moi, mais qui passent par le biais de ce qu'on peut y entendre, et ça renvoie quand même à comment elles vivent, comment elles sont vécues, comment elles se sont transformées aussi peut-être depuis lors. Bon, c'est un autre aspect des archives un peu vivantes, mais voilà, je tenais à en faire part, et peut-être avec la BNF où il y aura des accords pour faire partager aussi ça. Je ne sais pas, Sybille, si tu voudrais ajouter quelque chose. Alors, on est aujourd'hui, enfin comme hier, sur un séminaire autour de enseignement et profession. Et cette belle table ronde nous oblige à poser la question effectivement de la relation avec la profession. Stéphanie a terminé en évoquant l'importance d'inscrire
de s'inscrire dans des doctorats en architecture et la maturité qu'ont les écoles pour le faire aujourd'hui, dont je suis convaincue. Et je voudrais venir sur un terrain qui me paraît très important dans la relation entre profession et recherche, qui est celui des thèses en CIFRE, en agence d'architecture, qui sont, me semble-t-il, un enjeu très très important pour créer ce lien, donner une efficience au doctorat en architecture afin qu'il irrigue dans les agences des espaces de prospective, finalement en format privé, puisque l'articulation recherche publique, recherche privée est sans doute celle qui va pouvoir produire des effets appliqués et finalisés à cette recherche. Et vous avez montré combien, depuis longtemps, votre recherche, dans sa diversité de sujets et d'objets, s'attache à se construire en regard d'une finalisation professionnelle. Et donc, je voulais savoir, dans vos divers champs, peut-être en ayant cette préoccupation beaucoup pour la terre, est-ce que vous connaissez des difficultés pour les installer, ces thèses CIFRE? Quelles sont-elles? Quel est le frein? Où sont-elles, à votre avis, suffisamment nombreuses déjà? Voilà. Notamment, je me demandais combien, par exemple, pour ce qui est de cratères ou de la recherche sur la Terre, combien d'architectes, de bureaux d'architecture, d'agences d'architecture, de sociétés d'architecture acceptent d'accueillir des thèses CIFRE sur un tel sujet, alors qu'elles pourraient le faire. On pourrait se poser la même question, évidemment, sur les problématiques de restauration des bétons, mais on pourrait aussi la poser sur la question du son, Grégoire, et de l'histoire, où c'est tout autant évident. Il y a des thèses en CIFRE en cours, je crois, au laboratoire. Nicolas Tixier, je crois, en suit une. Olivier Balay aussi. Donc, ça se fait. Le montage, c'est vrai, parfois un peu complexe. Moi, je sais que pour avoir essayé d'en monter une ou deux, les accords entre on va dire, le partenaire et puis nous et le doctorant parfois sont difficiles à cadrer, à caler. Il y a aussi ce processus de validation par je sais plus comment ça peut, j'ai oublié le nom, qui vient rajouter peut-être une couche un peu là aussi mais c'est normal puisque c'est quand même des crédits publics, donc contrôler la validité de la recherche. Mais c'est vrai que c'est un savoir-faire peut-être qui se diffuse petit à petit et en faisant. Et j'ai l'impression que ça monte un peu, mais bon, peut-être je me trompe, je n'ai pas les chiffres. Après, je trouve que c'est une recherche parfois de nature un peu différente, et c'est peut-être normal, mais je trouve que c'est important que quand même les deux points de vue du laboratoire, parce que le laboratoire c'est quand même le lieu où il y a ce collectif, j'ai oublié d'évoquer ça quand même, c'est un collectif, c'est quelque chose qui est très vivant, et donc où on se retrouve dans les perspectives des uns et des autres pour pouvoir comprendre aussi ces chiffres. Voilà. Je ne sais pas si dans d'autres domaines, en terre ou ailleurs, vous avez des exemples, mais nous, on a des conventions aussi parfois, des conventions. Prochaine thèse sur l'éclairage urbain est liée à des conventions. Nicolas, peut-être tous les... Nous, on en a eu deux, mais avec le département de Saône-et-Loire, auprès d'un centre qui valorisait le bois. Donc, ce n'est pas en agence. Nicolas Tixier, juste peut-être deux mots sur ce rapport des doctorats et de la profession. J'aurais tendance à dire les professions plus que la profession, puisque en fait c'est à la fois le monde évidemment de l'architecture dans sa capacité en maîtrise d'œuvre, mais c'est le monde de l'industrie et des entreprises, mais c'est le monde des acteurs publics, les collectivités territoriales en particulier, c'est le monde des associations, les agences d'urbanisme des métropoles, mais aussi le monde socio-culturel, et qui accepte de plus en plus, évidemment, des travaux comme ça à l'interface entre recherche et pratique. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça contribue aussi à l'ouverture des métiers que forment les écoles d'architecture. Alors, peut-être pour avoir un point plus négatif que cette ouverture-là, c'est le manque d'HDR qu'on peut avoir dans nos écoles par rapport au nombre de demandes que les laboratoires reçoivent chaque semaine de jeunes étudiants qui veulent faire des thèses, et le temps extrêmement important que prend l'accompagnement de la construction d'un sujet de thèse et de la construction d'un financement de thèse. Là, on est face à une difficulté qui est, je crois, nouvelle depuis 2-3 ans.
c'est une montée en puissance des demandes de l'encadrement vers la thèse, sur lesquelles on a quand même du mal à assumer d'avoir suffisamment de temps à consacrer à ces jeunes qui sont souvent plus étudiants et qui ne sont pas encore doctorants. Donc Marie Wozniak, directrice de l'école de Grenoble, je voulais juste compléter par rapport au laboratoire des MHA, parce qu'il y a eu un partenariat de plusieurs thèses avec le CAUE 74. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une super expérience, pas commune. Il y a au moins de mémoire, au moins 3 à 4 thèses, non Sophie, vous le sauriez mieux que moi, qui ont été réalisées avec le CAUE et avec un vrai engagement du CAUE à nos côtés et aux côtés du laboratoire. Donc voilà, je trouve que c'est c'est une belle histoire. Il y a une exposition qui va s'installer chez nous à la rentrée, enfin chez nous à Grenoble, à la plateforme, qui s'appelle Conquête spatiale, qui est la valorisation de la dernière de ces thèses autour du travail d'Oserman. Mais bon, je vais pas en parler sur le fond, je m'en sentirais bien incapable. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une expérience qui est riche et puis pas commune. Et je pense qu'on peut quand même saluer l'engagement de ce CAUE à nos côtés et aux côtés d'un laboratoire. Voilà, je trouve que c'était une belle expérience. Confirme tout ce que vous avez dit évidemment, mais je voudrais aussi dire que nous avons une thèse en CIFRE actuellement qui démarre en CIFRE avec une agence d'architecture d'ailleurs, qui vient compléter la relation plutôt institutionnelle. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, cette dynamique et ce dispositif de CIFRE, mais je pense que ça participe aussi d'un autre enjeu qui est celui de l'acculturation du monde professionnel et du métier de l'architecture à la relation à la recherche. Et cette dimension-là est particulièrement importante pour approcher ces deux mondes, ces deux méthodologies, etc. Et pour qu'on fasse bien comprendre que la recherche, ses méthodologies, son expertise, etc. peuvent aussi contribuer aux activités des agences d'architecture et à une production de l'architecture et de l'édifice et du cadre bâti. Est-ce qu'au niveau du public Zoom, il y a des questions? Il y a Sophie Paviol qui aimerait aussi prendre la parole. Oui, Christian, on vous entend. Allez-y, oui. Merci pour vos présentations. D'abord, effectivement, cette question de la recherche en architecture est ancienne, mais reste quand même très neuve, si je puis dire, par rapport à tout ce qui a pu se faire à l'université. Je crois que ce cadre de rapprochement de l'université va sans doute nous aider pour les différenciations à travers différentes questions. C'est des différents moyens pour rejoindre la recherche.
grande question hein, qui pourrait être discutée justement au niveau régional peut-être pour intégrer les institutions locales et réfléchir à quelque chose de plus grand qui puisse rassembler professions, écoles, etc. Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Oui, c'est une réponse un peu rapide. La question étant un tout petit peu institutionnelle, je me permets de répondre. Effectivement, on pourrait se demander si dans une région comme la nôtre, où finalement les projets des écoles transpirent d'une école à l'autre, on n'en a pas parlé, mais l'impact de Cratère sur les enseignants de Lyon, puis tout ce qui a pu se passer ensuite à Lyon sur l'enseignement expérientiel, ou, exemple, les enseignements qu'Amaco dispense dans les écoles. Aujourd'hui, il y a la mobilité des enseignants-chercheurs. Hein. Philippe Marin, qui était là il y a un instant, a passé son doctorat à l'école de Lyon. Et dans l'autre sens, toute cette mobilité fait qu'on aurait plus un ordre régional des architectes, on aurait un intérêt à réfléchir entre écoles d'une même région sur cette question. Voilà. C'est un chantier qu'on n'a jamais ouvert ou évoqué entre directeurs. J'ai aucune idée de la réponse qui pourrait être apportée, mais plusieurs indices me font penser que, puisque la représentation professionnelle des architectes est régionale à travers l'ordre, et puisque nos écoles ont des acteurs qui d'ailleurs travaillent parfois avec les mêmes agences d'architecture, plus des espaces comme les CAUE ou les agences d'urbanisme avec lesquelles on travaille, pas forcément, voilà, l'école de Lyon ne se limite pas à l'agence d'Urba de Lyon, l'école de Clermont ne se limite pas aux acteurs clermontois, il y a une transpiration de tout cela à travers la région. On pourrait s'interroger sur cette question, mais je suis loin d'en faire un projet ou d'imposer ce projet aux autres écoles. Après, moi, j'entends bien la question. Hein. Je pense que c'est pour nous, en tout cas, suite à l'anniversaire des 40 ans du bâtiment, c'est probablement la question qui va demeurer. Hein. C'est qu'est-ce que l'on fait de ce qui a été collecté et présenté ce matin par Stéphanie et Sybille, mais elles en ont encore sous le coude. Donc, en fait, la question qui se pose pour nous, c'est pas de stocker. On y arrive, on a des locaux au sous-sol. Hein. C'est pas ça, c'est de faire l'inventaire, de dresser l'inventaire pour que ce soit utilisable. Et là, effectivement, c'est une compétence d'archiviste qu'il faut. C'est un métier, en fait, de faire tout ça. Donc, on n'a pas versé aux archives. Moi, je pourrais répondre pour l'école d'architecture de Grenoble. On n'a pas fait de versement aux archives parce qu'on ne peut pas verser, c'est bien normal, en vrac. Donc c'est un travail colossal. Moi qui ai travaillé pour d'autres administrations, je peux vous dire qu'on faisait des versements très réguliers et ça mobilisait tous les agents pendant plusieurs semaines pour trier dossier par dossier, ce qui n'était pas déjà un doublon, ce qui venait vraiment de chez nous, ce qui avait un sens, etc. Et ça, il faut reconnaître que pour l'instant, on ne s'est pas mobilisé, ou en tout cas, on n'a pas pu investir ni de compétences ni de temps à le faire. Et vous évoquiez, Patrick, le fonds dont l'école est dépositaire hein, de Pierre Sadi. Et là, concrètement, on n'arrive pas à finir de l'inventorier pour pouvoir effectivement le mettre à disposition, parce que dire juste on a le fonds de Pierre Sadi, j'ai envie de dire, ça nécessite de passer un petit peu de temps dans les cartons, donc c'est pas exploitable en matière de recherche. Je pense que la question, elle est un peu celle-ci, donc accueillir des fonds d'agences d'architecture, encore une fois, la question, c'est pas de les accueillir, en fait, c'est de faire le vrai travail. Moi, je sais que pour ma thèse, j'ai quand même beaucoup travaillé avec des architectes qui, depuis, pour une partie, sont décédés, hein, des stations de sport d'hiver. Et l'un des résultats, entre guillemets, de ma thèse, ça a été de leur faire verser leurs fonds d'agence, mais aux archives départementales de la Savoie, qui accueillent une grande partie maintenant des fonds de ces agences, parce que finalement, on s'est dit que c'était bien les archives, en fait, qui étaient le lieu de déposer tout cela. Mais c'est vrai qu'en Savoie, ils ont pu quelque part constituer une compétence en travaillant avec la CAPA pour accueillir des fonds d'archives d'architecture et pour en dresser encore une fois les inventaires, les publier, les partager. Donc j'ai envie de dire chacun, et puis on l'a bien vu, alors j'évoquais la thèse sur les conquêtes spatiales, elle ne va pas s'appeler comme ça, même si Expo s'appelle comme ça. Là, clairement, on a buté contre la mise à disposition d'un fonds. Hein. Il y a une institution publique qui est dépositaire d'un fonds qu'elle ne partage pas. Donc c'est quand même beaucoup de... Enfin, je trouve que c'est beaucoup de questions, et comme dit Nathalie, il faudrait une approche concertée, institutionnelle, je ne sais pas, en tout cas, il faut qu'on y travaille, parce que mon souci aujourd'hui, à moi aussi, directrice d'école de maintenant, de nos jours, c'est de commencer à récolter ce que l'on fait aujourd'hui pour demain,
et fort de l'expérience de ce qu'on n'a pas super bien fait en récolte de ce qu'on a fait dans le passé, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est sans doute l'un des sujets qui reste en plan et dont il faut qu'on se saisisse déjà sur notre propre histoire et éventuellement contribuer à effectivement la grande histoire de l'architecture, on va dire. Merci pour ces réponses. Je pense qu'on a une question du public. Une question Zoom. C'est tout à fait juste, ça veut dire dans beaucoup d'écoles, le problème du dépôt des archives se heurte tout simplement à la rémunération d'un archiviste pour inventorier les fonds avant qu'ils soient déposés dans les fonds d'archives départementales. Donc c'est un problème qu'on a rencontré à peu près partout, avec des solutions qui ont été différentes, certains établissements trouvant des stagiaires, d'autres établissements acceptant cette rémunération. Donc c'est vrai que c'est un problème qui est pendant et pour lequel il faudrait trouver des solutions un peu génériques. Et la proposition, je trouvais, était intéressante de travailler à un niveau régional, d'autant qu'il y a une autre question qui se pose de manière sous-jacente, c'est le dépôt des archives de l'ordre des architectes, qui est aussi en cours dans certaines régions, qui n'est pas dans d'autres. Mais il y a une dynamique régionale qui serait tout à fait intéressante. Je ne sais pas si c'est un autre parler, mais je souhaitais quelques mots. Merci Anne-Marie. Cédric, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, tout simplement, c'est la question du volume des archives. Quand une agence fermait autrefois, il y avait déjà un tri automatique de l'architecte. Aujourd'hui, on a de plus en plus du numérique dans les agences d'architecture et on croule sous les dossiers numériques. Alors ça prend très peu de place, voire absolument pas d'ailleurs, mais ça pose une question qui va plus loin. Comment trier, comment choisir, parce que c'est pas tout d'avoir des archives, hein. Si c'est juste pour avoir du stock, ça sert à rien. Il faut pouvoir encore les analyser, hein. Trop d'informations tue l'information. Voilà. Je pense qu'on me dit que l'heure, voilà, qu'on va s'arrêter là-dessus. Alors je remercie nos 4 intervenants. Encore une fois, je remercie tous les organisateurs, l'école de Lyon, l'école de Grenoble, ainsi que tous les membres d'ENSAVIN pour nous avoir permis de tenir ce séminaire, enfin, à l'école. On va prendre donc une pause déjeuner et on reprendra à 14h. C'est, si je ne me trompe pas, Marie-Jeanne Dumont qui modérera le séminaire sur la profession cet après-midi. Merci à tous.